C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission de l'invité qui déroule le tapis rouge à Monsieur Ismaël Sako. Monsieur Ismaël Sako, il faut le savoir, est le président du Parti social-démocrate africain, un parti politique malien qui a été créé en mars 2013 à Bamako, la capitale du Mali. Monsieur Ismaël, bonjour. Et merci à vous de nous accorder cette interview depuis là où vous êtes. Merci, bonjour Ibrahim. Allez. Très bien. D'accord. Alors, Monsieur Ismaël, avec vous, on va parler de la situation sociopolitique dans votre pays, le Mali. C'est l'actualité qui domine un peu dans presque tous les médias. Alors, vous le savez, hein, la junte militaire qui est au pouvoir a décidé du report de l'élection présidentielle qui était prévue en février 2024. Et on vous a lu dans un texte que vous avez publié sur les réseaux sociaux, vous appelez la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à prendre des sanctions contre la junte militaire. Dites-nous, de quel type de sanctions parlez-vous? Je m'appelle Ismaël Sako, je suis président effectivement du Parti social-démocrate africain, PSDA, créé le 30 mars 2013 à Bamako au Mali. Donc je suis un homme politique, j'ai appartenu à la majorité présidentielle de son Excellence Feu Ibrahim Boubacar Keïta, pour lequel j'ai travaillé donc dans son cabinet politique en tant que conseiller chargé des questions migratoires. Ensuite, effectivement, sur les questions politiques. J'ai continué avec le président Bandao après le coup d'État, qui a fait appel à mon expertise. Aujourd'hui, je ne suis plus au Mali pour des raisons de sécurité. J'ai quitté mon pays pour mener le combat que je mène pour le retour et la restauration de l'état de droit et de la démocratie dans mon pays. Donc, je travaille avec les autres camarades qui sont au Mali et qui sont ailleurs pour le retour de l'ordre constitutionnel normal. Je suis membre de la plateforme Digiakura, présidée par le camarade président de la CODEM, Hussein Amiam Kindopoulo, et de la plateforme au sein de Digiakura, donc la plateforme Appel du 20 février, qui est présidée par le magistrat Chérif Koné. Je suis porte-voix et je l'ai été à l'époque aussi, lorsque le cap d'échange des partis politiques avait le vent en poupe. C'est comme si c'est bien compris. Merci pour cette présentation. Alors, Monsieur Sako, on va revenir à la question. Vous appelez la CEDEAO à sanctionner, à prendre des sanctions contre la junte militaire au pouvoir au Mali. À quel type de sanctions faites-vous allusion? Vous savez que en février 2022, lorsque la junte militaire malienne, au sommet de sa popularité, devait aller vers un retour à l'ordre constitutionnel normal, et que nous étions à l'époque très enthousiasmés de voir notre pays en paix, de préparer les joutes, et à notre grande surprise, à partir d'octobre 2021, on annonce le report. Donc le porte-parole que j'étais, en lien avec les autres camarades, en discussion au sein du cadre, nous avions appelé la junte, nous avons appelé la junte en de meilleurs sentiments. Nous avons aussi souhaité que la CEDEAO prenne des sanctions fortes. Et là, je l'ai porté, je l'ai assumé. La CEDEAO devait porter des sanctions fortes contre la junte malienne au pouvoir. Oui, la junte avait déjà été sanctionnée parce que le gel des avoirs était déjà un acquis. Donc, ils s'étaient plus ou moins contraints, confinés au Mali, ne pouvant pas se déplacer dans un certain nombre d'États, de pays. Et moi, j'avais demandé de sanctionner davantage la junte, de sanctionner de telle sorte que, en plus des sanctions économiques qu'ils ont prises, des sanctions politiques et judiciaires. Et je pense que la CEDEAO... Et donc, les mêmes sanctions contre la junte pour ce nouveau report, ce sont les mêmes sanctions que vous souhaitez? Je souhaite les mêmes sanctions, mais encore plus dures, parce que la junte arrive quand même à se déplacer, arrive à participer à certains événements. La junte arrive à monnaie l'or du Mali via Ankara à l'extérieur. Donc, c'est tout cela qui doit être suivi de très près et faire en sorte que je pense qu'il faut étouffer la junte. Il faut l'étouffer, il faut la pousser jusqu'à son dernier retranchement et je pense que ça va changer la donne. Nous avons vu effectivement des sanctions économiques aussi qui ont frappé mon pays. Lesquelles sanctions ont davantage appauvri la population. Nous venons de voir récemment les sanctions contre le Niger, qui sont plus lourdes que les sanctions maliennes. Donc, il est important que la CEDEAO, qui a son mécanisme de gestion interne des crises politiques
et des indisciplinés qui ne respectent pas les lois et les règles de l'organisation régionale, la CEDEAO est seule légitime et souveraine en tant qu'organisation régionale de voir le type de sanctions qui sied lorsque le Mali n'a pas abdiqué, n'a pas renoncé à sa volonté jusqu'au boutiste de maintenir le pouvoir et de laisser souffrir une population déjà très résiliente, mais très affaiblie sur le plan économique et financier. Je pense que les mécanismes de la CEDEAO... Quand vous dites, vous appelez la CEDEAO à prendre des sanctions, vous l'avez signifié entre janvier et juillet 2022, la CEDEAO avait pris des sanctions contre la junte. Ces sanctions n'ont pas empêché la junte de présenter au monde entier un nouveau report de l'élection présidentielle. Finalement, on se demande, est-ce que ces sanctions ne sont pas des pétards mouillés? Est-ce que ces sanctions portent vraiment fruit? Les sanctions pourraient porter fruit. Mais pourquoi les sanctions n'ont pas porté fruit? Les sanctions n'ont pas porté fruit parce que il y a la communication politique qui a manqué, tant au niveau de la CEDEAO qu'au niveau des acteurs politiques internes. Parce que la junte ayant été sanctionnée, s'attendait à ces sanctions. La junte a anticipé. La junte travaille avec les services de communication Wagner qui ont aidé effectivement à récupérer, on va dire, ces sanctions en atout. Et ils ont su communiquer, ils ont vibré sur la fibre nationaliste et non pas patriotique. Et d'autres gens qui étaient anti-putsch, anti-junte, ont estimé que ces sanctions n'étaient pas adaptées et ont préféré soutenir en sortant une date du mois de janvier qui a été finalement décrétée comme journée nationale on va dire, de la souveraineté retrouvée. Aujourd'hui, les données ont changé. Les données ont changé pour la simple raison que la population a fini par comprendre. La population a fini par comprendre que le peuple a été floué. Le peuple a été berné. C'était de l'enfumage. Donc, au regard de cette nouvelle donnée, de la paupérisation de cette population et du fait que la junte continue à augmenter son budget de fonctionnement, à s'enrichir et que le peuple s'appauvrit, et la junte qui avait demandé 2 ans supplémentaires pour aller au retour à l'ordre constitutionnel normal, la population a compris que c'est du leurre. Face à ce leurre, nous avons un grondement et le grondement de la population. Vous avez même des soutiens de la junte aujourd'hui qui se trouvent en prison pour avoir demandé d'organiser les élections. Vous avez des leaders et des activistes qui étaient acquis à la cause de la junte, aujourd'hui qui disent on ne peut plus vous suivre dans un saut dans l'inconnu, il faut qu'on sorte de cela. Ils se sont retrouvés en prison. Face à une dictature de ce genre, face au despote Assimi Goïta, la solution c'est la fermeté. La fermeté parce que le peuple s'est réveillé. Le peuple de fermeté. Récemment, on est toujours entre janvier et juillet 2022. Des sanctions ont été prises. On a vu combien de fois le peuple malien en a souffert. Et cette fois encore, vous appelez à des sanctions encore plus fermes, plus dures. Est-ce que finalement, vous ne vous présentez pas comme un anti-républicain? Est-ce que c'est pas un appel anti-républicain au regard des souffrances que cela fait subir aux populations? Non, je ne suis pas un anti-républicain. Au contraire, je suis pour la République. La République, il y a des règles. Et ces règles-là, il faut les respecter. Vous avez un pouvoir despotique qui brime déjà sa population, qui prive la population de ses droits en termes d'électricité, en termes de pouvoir d'achat, où le panier de la ménagère est de plus en plus vide, et qui n'a pas de solution, qui tourne en rond. Et la population a tiré la sonnette d'alarme. Elle s'est plainte. Elle est aux abois, cette population. Alors, est-ce qu'il faut laisser la junte continuer sa gestion chaotique dans un saut dans l'inconnu et entraîner le Mali dans un gouffre dans lequel il sera difficile de le retirer, de le sortir? Ou alors, il est important de dire que la CEDEAO doit envoyer rapidement une médiation, donc un médiateur régional et une médiation nationale pour discuter avec la junte et faire en sorte que la junte revienne d'abord. La sanction, c'est l'ultime. Les sanctions viennent toujours après. C'est pas la solution idéale. C'est pas la solution, on va dire, immédiate. Immédiatement, il faut qu'il y ait des pourparlers et que la junte revienne à de meilleurs sentiments et dise qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que on a les armes. Les armes ont été achetées avec l'argent du peuple pour protéger le peuple. Elle n'arrive pas, cette junte n'arrive pas à protéger le peuple.
le peuple pourra sous le coup et le jour de l'insécurité, des terroristes, de la faim, de la famine, de l'obscurantisme, des écoles, des centaines, des milliers d'écoles sont fermées dans notre pays. Face à cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser faire ou il faut intervenir? Donc, demander à l'agence de revenir en demeure sentiment et respecter le délai des 4 et 18 février 2024. Tenir les élections parce que le fichier électoral dont ils font cas avec la société IDEMIA, le conflit technique qu'il y a, mais c'est de la mauvaise foi. Parce que la session parlementaire au CNT, dit Assemblée nationale, a ouvert les portes aujourd'hui. On aurait pu aller vers une révision de la liste électorale et d'introduire les aménagements qu'il faut au niveau du code électoral. Alors, monsieur Sako, quand vous parlez de mauvaise foi de la junte militaire, est-ce que votre argument n'est pas un peu limité quand on sait que cette junte a quand même organisé un référendum qui, selon la junte, est quand même un signal très fort de leur volonté de passer le pouvoir aux civils? Je pense que vous confortez ma position en disant que c'est de la mauvaise foi. Voilà des bandits au pouvoir, des gens qui pensent que les autres ne réfléchissent pas. Cool. Parce qu'ils ont des... Les mots sont un peu durs, on va éviter d'utiliser ce type de mots, bandits ou autres. Il faut qu'on explique tout ça de notre langage. Les mots sont assumés par celui qui le dit, ça c'est un de deux, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand tu as des gens qui prennent le pouvoir pour 18 mois, au bout de 9 mois font un second coup d'État, qui disent qu'au bout de 9 mois, on va respecter le calendrier, qui ne respectent pas et qui demandent 18 autres mois, voire 2 autres ans. 2 années après, qui viennent dire la même chanson. Dites-moi. D'abord, c'est des gens qui n'honorent pas leur engagement, mais ils ne font pas la fierté de Sundiata, de Babemba et de Firoum au Mali. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, est-ce que c'est de la bonne ou la mauvaise foi? C'est de la mauvaise foi parce que ils ont pu organiser le référendum quand nous avions dit que c'était là sur la base d'un tripatouillage, où la loi électorale est violée à outrance, au vu au-dessus de tous, où l'autorité indépendante de gestion des élections n'a pas respecté le code de déontologie, où c'est le ministre de l'administration territoriale qui doit aussi suivre les élections, qui est devenu un acteur, une partie prenante du dispositif de la campagne, en s'associant, en créant une structure associative dont il est porte-étendard. Donc, cette élection référendaire, nous ne l'avons pas soutenue. Mais elle s'est organisée dans la plus grande cacophonie. Ils ont quand même accepté les résultats, promulgué leur nouvelle constitution dite de 4e République, que je considère comme une sorte de torchon. Et ensuite, ils viennent, pendant qu'ils disent à tous, le référendum est un succès. 63% de la population boude, ne le reconnaissent pas. Par crainte de se trouver en prison, les gens se taisent, les gens se teurent, de peur, de la terreur, parce qu'ils ont peur. Ils disent, nous allons aller aux élections. Nous étions tous contents de dire que nous allons rentrer au Mali, nous allons faire la campagne, nous allons choisir nos candidats et nous allons revenir à la normalité constitutionnelle. Bing! Ils nous annoncent impossible parce que la carte biométrique, la Libye, c'est la Libye qui ne tient pas. La carte biométrique, nous n'avons pas le code. Comment parler qu'un État qui se dit souverain, qui reconnaît une dette de 5 milliards, ils reconnaissent la dette de 5 milliards. Ils payent Wagner tous les mois 6 à 7 milliards de francs CFA. Ils ont fait le référendum à plus de 40 milliards de francs CFA. Ils ont édité les nouvelles cartes biométriques sur les données de la société française en collaboration avec la même société française qui n'ont pas dénoncé à l'époque. Ils ont payé pour l'édition et l'impression des cartes. On vous entend bien. On entend votre position sur cette question. Mais est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas comptable de ce que vit le Mali actuellement? Parce que au départ, vous avez collaboré, travaillé avec cette junte militaire en place. Oui, je ne sais pas parce que je suis mécontent d'avoir collaboré de ne plus être collaborateur. Vous savez, comptable alors, vous êtes comptable de tout ce que le peuple malien vit? Non, je ne suis pas du tout comptable. Du tout. Ne peut pas aider cette junte à s'enraciner davantage. Les arguments sont clairs. Je vais vous avancer les raisons. Lorsque le président Bandao vivant, le secrétaire général de la présidence d'alors est encore vivant, le secrétaire général adjoint et celui qui a fini par le remplacer se trouve en prison, NNT Mami Assimi Goïta se trouve aujourd'hui en prison, me font appel pour dire qu'on veut continuer votre collaboration sur la base de votre probité et de votre compétence. Je travaille pendant 9 mois
il était question de quoi? D'aller vers les réformes politiques et institutionnelles. Le président Bandaou a fait appel à l'expertise de la fondation Tony Blair, qui avait un bureau au palais présidentiel et qui travaille avec les experts du ministère de l'administration territoriale, donc de l'administration territoriale et des experts de la présidence, et qui travaille aussi avec la délégation générale chargée des questions des élections et de la commission électorale indépendante nationale, la CENI, pour harmoniser les points de vue et aller vite et respecter le délai, le chronogramme et faire les élections à date. J'étais au sein de la présidence dans cette commission qui travaillait et qui suivait les travaux des experts, des différents experts, moi en tant que membre du cabinet. Et le travail se faisait convenablement. Je suis comptable de ce travail. Est-ce que, M. Sako, certains diront aussi que ce sont des propos d'un frustré, c'est un frustré qui est en train de s'exprimer là, de sortir des critiques acerbes contre la junte militaire. Monsieur Ibrahim Koné, lorsque vous lisez mes textes qui sont assez forts et durs, j'aurais voulu qu'on m'apporte la contradiction, qu'on ne dise pas que c'est quelqu'un qui, parce qu'il a été éjecté. Mais les propos que j'avance, les écrits que j'ai faits, les arguments sont solides, sont d'acuité et sont d'actualité et sont pertinents. Maintenant, lorsque tu fais un travail et que tu es nommé, tu t'attends à un moment donné que tu partes. Pour rappel, j'ai travaillé sous Ibrahim Boubacar qui est tapé à son âme pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, à 2 reprises, j'ai demandé à rendre ma démission lorsque j'avais l'impression que les choses ne se passaient pas bien. Lorsque la constitution de 2017 devait être organisée, l'élection référendaire, je suis le seul conseiller, vous pouvez le vérifier à la présidence au Mali. Les données sont là, les écrits existent. Allez sur Google, allez sur Malijet, vous verrez ma déclaration. J'ai dit devant le secrétaire général de la présidence en réunion de cabinet, paix à son âme, Soumaïlou Boubé Maïga, ancien premier ministre décédé. Il était à l'époque secrétaire général de la présidence, en réunion, où il demandait à tous les cadres de la présidence de soutenir ce projet de nouvelle constitution, de révision constitutionnelle et d'aller sur le terrain, y compris les hommes politiques qui sont nommés au cabinet. J'en faisais partie. J'ai pris la parole pendant tout le monde, d'autres se taisaient et d'autres disaient qu'ils étaient d'accord. J'ai dit, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre, ce référendum ne doit pas avoir lieu. Il faut la journée. Je ne suis pas de ceux qui sont dans la rue. Je suis ici au cabinet du président et je suis membre de la majorité présidentielle, conseiller politique du président. Vous me connaissez, vous êtes un homme politique comme moi, mais je ne soutiens pas cette constitution. Je ne la voterai pas. Je voterai contre. Et si elle passe, je vous rends ma démission. Je l'ai fait en 2017 à la présidence de la République du Mali. Si j'étais resté à la présidence sous Assimi Goïta, s'il m'avait gardé, je leur ai rendu ma démission pour la simple raison qu'il ne respecte pas ses engagements. Pourquoi cette démission, vous ne l'avez pas rendue un peu plus tôt? Non, je ne pouvais pas la rendre parce que ce que je veux vous dire, lorsqu'ils sont allés me chercher chez moi avec des armes, et que j'ai fait 5 jours à Bamako, avant que cela n'arrive, vous avez vu venir les choses, vous avez senti les choses forcément. Pourquoi vous n'avez pas eu cette, je veux dire, habileté à aller rendre votre démission? Ibrahim Koné, si j'étais pas resté, j'allais pas vous raconter ce qui s'est passé. Si je n'étais pas resté, j'allais pas comprendre comment les Assimi fonctionnaient. C'est parce que je suis resté avec Bandaou que Assimi Goïta était vice-président. Et qu'il n'a pas mais vous auriez pu aussi démissionner pour manifester, pour ne pas que les gens se disent aujourd'hui que M. Ismaël Sako est un frustré. Mais est-ce que je peux empêcher les gens de dire que je suis frustré plutôt que de regarder les arguments que j'avance, plutôt que de regarder la situation délétère dans laquelle le pays se trouve, plutôt que de regarder les sécurités grandissantes, gangrénées et métastasées dans mon pays, plutôt que de regarder que la liberté d'expression, les libertés de mouvement sont aujourd'hui dans mon pays absents et que les gens se trouvent en prison pour leur opinion, et que ceux qui ont volé, ceux qui détournent de l'argent, qui sont proches de Assimi, qui sont des parents de Assimi, ne sont pas inquiétés. Et ça, c'est une réalité. Le dire, est-ce que c'est ça une frustration? Qu'est-ce qu'est la frustration? La frustration, c'est de se taire, de ne pas parler parce que j'ai servi et de laisser se faire. Ou la frustration, c'est le fait de dénoncer et que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans mon pays et soutiennent la dictature. On ne peut pas accepter cela. Et donc, quand j'ai l'opportunité de travailler sous Bandaou et que je fais un travail sain, clair, clean, et que j'ai pas de dossier, je m'en réjouis. Et quand on envoie des gens m'arrêter chez moi parce que je ne suis pas chez moi et qu'on me demande de revenir prendre mon travail et qu'on me présente des excuses,
Je rentre chez moi avec mes affaires. Ah, Monsieur Ismaël, vous parliez à l'instant de dialogue entre la CEDEAO et puis la junte pour rétablir la stabilité, pour remettre le Mali sur une bonne voie. Est-ce que, à l'issue d'un dialogue entre la CEDEAO et puis la junte militaire, si on vous proposait d'aller travailler pour cette junte, vous allez décliner ou accepter? Je vais d'abord terminer, vous m'avez coupé. Lorsque je rentre de chez moi, on vous a compris, on a compris votre argumentaire. Et là, nous sommes un peu pris par le temps. Vous allez répondre à cette question que je viens de poser là. Non, laissez-moi terminer ce point. Lorsque je rentre chez moi avec mes affaires de la présidence pour la maison et que ma famille rentre, le soir, je leur dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus à la présidence parce qu'ils sont venus me chercher, je n'étais pas là, ils vous ont menacé. Ma famille, en réunion, me dit, tu vas retourner au travail, ils vont te remercier. Si tu quittes tout, ils vont t'accuser de faire quelque chose que tu n'as pas fait et ils vont te mettre en prison maintenant. On n'a pas besoin de ça. Va. Compris. Là, je vous renvoie maintenant à la question que j'ai posée. La réponse est laquelle? Si demain, la CEDEAO arrive à trouver un juste milieu avec la junte malienne et que la junte malienne décide d'aller vers les élections, parce que moi, je suis clair. J'ai commencé un combat, je reste constant et cohérent parce que mes propos et mes arguments tiennent la route. La junte doit organiser les élections en février, aux dates indiquées, et en ce moment, je rentre au Mali. Et on décide de faire aussi un accord politique pour que tous les exilés rentrent. Des exilés, nous n'avons, moi, je n'ai pas de dossier au politique. Date n'est pas possible, hein? Pourquoi? Ben, la junte a décidé de reporter l'élection. Mais si la junte décide de reporter, si la CEDEAO ne trouve pas un compromis avec la junte pour que les élections soient tenues aux dates indiquées, et que demain, la CEDEAO trouve un compromis avec la junte, comme ils ont trouvé un compromis en février 2022, moi, Ismaël Sako, je ne rentre pas travailler avec la junte parce que je ne la reconnais pas. Vous avez remarqué que je parle pas. C'est bien noté. Alors, parlons de la CEDEAO. Elle fait beaucoup l'objet d'observations divergentes. Vous, quelle est votre appréhension de la CEDEAO aujourd'hui? Je trouve que la CEDEAO, contrairement à ce que les gens disent, la CEDEAO a un modus operandi souvent que les gens ne comprennent pas. Il fait un moment, je ne l'ai pas comprise aussi. La CEDEAO privilégie le dialogue, observe, et après la CEDEAO passe à des sanctions. La CEDEAO, lorsqu'il y a eu le coup d'État, le cas du Mali que je connais très bien, elle n'a pas immédiatement sanctionné le Mali. Elle a accompagné la junte malienne. Quand des voix se sont élevées pour dire que c'est hors de question que ce coup d'État soit cautionné, la CEDEAO aurait dû sanctionner en ce moment. Elle ne l'a pas fait. Elle a préféré une transition civile. C'est là où Bandao est venu en tant que président civil que nous avons accompagné. Si la CEDEAO avait commencé à sanctionner dès le départ, je pense qu'il n'y aurait pas d'autre coup d'État. Elle a été légère à ce niveau. Deuxième élément, quand la CEDEAO décide de sanctionner le Mali sur le plan économique et sur le plan financier, les sanctions n'ont pas suivi comme au Niger. Elles étaient aussi légères. Alors quand les sanctions sont à ce niveau-là, on ne rétrocède pas, on ne rétropédale pas. On maintient jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. La junte a surfé. La junte a été plus intelligente que la CEDEAO parce qu'elle a joué son jeu de victimisation. Et sa victimisation a marché. Quand tu as un semblant de victime qui est un bourreau et que tu lui donnes une bouffée d'oxygène, mais il va t'étouffer. C'est ce que la junte malienne a fait et a préféré avoir des alliés dans la sous-région en contaminant le Burkina. C'est bien, alors tout ça aussi, vous le voulez bien. On va parler un peu de la situation sécuritaire au Mali, qui est un sujet qui cristallise plus sur l'attention des Maliens. Le pays connaît depuis peu une reprise des hostilités dans sa partie septentrionale avec les séparatistes Touareg et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. On a appris aussi que des colonnes de l'armée malienne se dirigent vers le nord du pays. Alors, que vous inspire cette situation? D'abord, je vais saluer la résilience du peuple malien, qui dans son âme et sa chair vit des moments les plus durs, difficiles de son existence, au regard de la précarité dans laquelle le peuple se trouve. Et ensuite, présenter mes condoléances et me recueillir face aux victimes, toutes les victimes civiles et militaires qui sont en train de tomber, qui sont tombées sur le sol malien, au nom de la liberté, de la démocratie et au nom de la paix, donc de l'humanité tout simplement. Je vais aussi dire que le coup d'État perpétré contre le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta a été endossé et accepté par les Maliens parce que
on va dire, l'élément sécuritaire a été celui qui a le plus pesé. Les jeunes félons colonels venus du terrain ont justifié qu'ils perdaient des hommes et des compagnons et des camarades, et c'était douloureux pour eux de comprendre et d'accepter, et que leur prime était souvent détournée, donc la corruption. Deux éléments fondamentaux. On a remarqué que 3 ans après la chute du régime, depuis 2021, 2020, 2021 et surtout en 2021, nous avons perdu beaucoup de zones. Vous avez des tonnes de zones au niveau du centre qui sont aujourd'hui des zones des localités qui ont signé, on va dire, une alliance de protectorat avec les terroristes. Je vais parler de Farabougou à Nyono, je vais parler de Dinakuru à Koro, de Marembougou à Djéné. Je vais aussi vous parler de Boni au niveau de Douanza. Voilà ces localités, quand les Assimides prennent le pouvoir, incapables d'apporter la sécurité auprès de ces populations, le ministre chargé de la réconciliation, mon jeune cadet Ismaël Ouagé, va demander à ces populations, à ces chefs de village, d'accepter de se ranger et de faire allégeance aux terroristes. Ça, c'est le premier échec. Le second échec, vous avez vu que la zone de Kati, le garnison le plus équipé du Mali, Kati a été attaqué en 2022. Vous avez vu que le chef de cabinet d'Assimi Goïta, notre jeune cadet, paix à son âme, le jeune Traoré, a été calciné dans un convoi qui allait faire des œuvres humanitaires pour la population d'Assimi Goïta qui voulait... Vous décrivez une situation sécuritaire chaotique, c'est ça? Une situation sécuritaire chaotique et avec un centre métastasé, Badjangara qui a dû se révolter, qui a dû sortir, qui a dû manifester parce que trop de morts, ils vivaient en blocus. Mais c'est ça qu'il y a quand même ces temps-ci une remontée, une montée en puissance de l'armée malienne. Vous avez Tombouctou qui a été dynamité. Je veux aussi me recueillir une minute de silence pour nos civils et militaires morts calcinés dans le bateau de Tombouctou, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. C'est dramatique, c'est écœurant. Parler de politique, cette reprise des hostilités au nord du Mali. Cette reprise des hostilités au nord du Mali n'est pas une montée en puissance de notre armée. J'aurais voulu que la montée en puissance fasse peur aux terroristes, fasse peur à tous ceux qui veulent s'attaquer au symbole de l'État. C'est ça, la montée en puissance. Dès que tu parles d'une armée, les gens ont peur au point où ils n'osent même pas s'attaquer ni aux civils, ni aux emprises, au symbole de la République. Mais quand tu parles je parle pas de l'armée nationale, y compris reconstituée du Mali, je parle de l'armée d'Assimi Goïta. Parce que c'est Assimi Goïta qui a déclaré la guerre, parce qu'Assimi Goïta a compris qu'il allait... C'est quoi la différence? C'est quoi l'armée d'Assimi? C'est quoi l'armée nationale? Ce sont mes propos, c'est ma définition, parce que je me rappelle en 2021, lorsque, au nom des 4 des partis politiques, nous étions 7 présidents à rencontrer Assimi. Nous étions en octobre-novembre 2021. Et Assimi nous reçoit pour nous dire de l'accompagner lors de ses assises nationales de la refondation. Et que nous étions là pour prendre la parole au nom du cadre et lui dire ce que le cadre avait décidé dans son document de mémorandum. Je me rappelle lui avoir dit, Monsieur le Président, vous êtes un officier. Comment voulez-vous qu'on aille à ces assises pour prolonger une transition alors qu'on connaît tous les mots et tout le diagnostic du Mali est fait, nos problèmes sont connus, il faut une solution. Vous êtes incapable d'apporter une solution. Vous êtes incapable d'apporter la sécurité dans notre pays. Nos villes et villages tombent et sont sous le joug du terrorisme. Et vous voulez faire une prolongation de la transition, est-ce que vous savez que la CEDEAO va vous sanctionner? Il m'a dit, en me répondant, que j'ai besoin de 6 mois pour recruter des jeunes et 6 mois pour les former et récupérer le territoire national, aller vers les élections. Nous étions en octobre 2021. Nous sommes en octobre 2023. 2 ans après, cette armée qu'Assimi a formée, puisqu'il dit que les anciens présidents n'ont rien fait. Mais ce sont les anciens présidents qui l'ont formé. Il n'a pas fait de concours. Il a été pris à la main pour l'introduire à l'armée parce que son père était militaire, paix à son âme. Quand il dit que les anciens présidents n'ont rien fait, est-ce qu'il a véritablement tort à votre avis? Parce que les problèmes sécuritaires du Mali n'ont pas commencé sous Assimi Goïta. Mais les anciens présidents ont fait ce qu'il fallait. C'est pourquoi les anciens présidents ont signé des accords. Que lui, il est venu capoter. Et la situation sécuritaire sous Alpha Omar Konaré, la situation sécuritaire sous Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Paix à son âme, feu Ibrahim Boubacar Keïta était 90%. Pas que Assimi ne fait que hériter d'une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance de la part des précédents présidents. Assimi n'a pas hérité la mauvaise gouvernance. Assimi a gangréné la mauvaise gouvernance. Assimi est le chef de l'État
dont le Mali a connu, où il y a eu plus de corruption, y compris au sein de l'armée, y compris lors des achats des équipements militaires, vestis, dont on ne connaît pas le prix qui a permis d'acheter, l'argent qui a permis d'acheter ces équipements. Alors que sous IBK, tout était transparent, et c'est au nom de cette transparence que certains... Également, il y avait des problèmes sécuritaires au Mali. Pardon? IBK également, il y avait des problèmes sécuritaires au Mali. Mais pas à la dimension de Assimi. Ibrahim, vous êtes journaliste, vous posez vos questions, je vous réponds. Mais je suis quand même capable de vous dire l'état dans lequel notre pays se trouve. Nous avons aujourd'hui plus de 2/3 de notre territoire qui est occupé. Nous n'avons jamais connu cette situation. Où vous avez vu le bateau de Tombouctou, le seul bateau qui ravitaille les deux zones, est aujourd'hui absent. Les gens sont sous blocus. Des villages sont sous blocus. Des villages sont sous protectorat des terroristes. Vous avez l'une des rares fois depuis 2012 où la crise était estompée, où elle a été jubilée. Elle a repris les plus belles, des plus dramatiques, où vous avez des terroristes et des groupes armés séparatistes, rebelles, hier, qui ont signé un accord, qui ne demandent plus l'indépendance du Mali, qui ont juste un problème politique que Assimi n'a pas voulu respecter. Par la faute d'Assimi, ces groupes armés qui sont des Maliens, dont certains sont ministres, certains sont membres du CNT, d'autres sont directeurs généraux à Bamako, ils sont membres de différentes institutions vous, locales. À la place de Assimi Goïta, qu'auriez-vous fait face à la situation? Laissez-moi terminer. Se trouve en prise avec l'armée régulière de notre pays, alors qu'on avait lancé une dynamique d'une armée reconstituée. Nous avions terminé, Ismaël Sako, pour terminer, vous qui êtes président de parti politique, vous, à la place de Assimi Goïta, qu'auriez-vous fait face à la situation? Une belle question, je m'attendais à celle-là de tout temps. Oui, si j'avais été à la place de Assimi, le dialogue national inclusif organisé en décembre 2019, le dialogue, les assises nationales dites de refondation que je n'ai pas reconnues, ont tous les deux forats ont demandé la révision de l'accord de paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger signé en 2015 à Bamako. En son article 65, qui stipule qu'on peut effectivement aller une révision si les deux parties sont consentantes. Oui, le peuple malien l'a demandé en décembre 2019 et en décembre 2021. Et ils avaient dit en décembre 2021 que toutes les recommandations de leurs assises dites de la refondation étaient exécutoires, s'imposaient à leur président et à tous les présidents qui viendront au Mali. Mais ils n'ont jamais été vers la révision de cet accord. Ils ont préféré voter en tout cet accord. Moi, président, cet accord, je l'aurais révisé tel que prévu dans l'article 65, en accord avec les belligérants. Moi, président Ismaël Sako, je n'ai pas ouvert les hostilités avec les groupes armés terroristes qui sont aussi des Maliens, parce que j'allais tuer des Maliens, parce que de 2012 à aujourd'hui, nous avons constitué une famille, nous avons créé d'autres liens, et j'aurais fait d'eux des alliés pour lutter contre le terrorisme au nord et au centre. Moi, président, j'aurais créé des conditions de mieux lutter contre la corruption dans mon pays, distribuer la richesse, créer des emplois, donc faire en sorte que la microfinance dans mon pays soit une réalité pour que les plus démunis, les plus pauvres. D'accord, vous, président, on vous a entendu. Moi, président, cette formule célèbre qu'on reconnaît de l'ancien président français François Hollande. Ça dit que vous voulez être président du Mali un jour? Vous m'avez posé une question si j'étais à la place d'Assimi. Je vous réponds que si j'étais président et si moi je suis président. Oui, je suis chef de parti politique. Et est-ce que vous voulez être président du Mali un jour? Pour conquérir le pouvoir, si les conditions sont réunies, que ce soit dans 10 ans ou dans 15 ans, si les conditions sont réunies, si le peuple fait appel à moi et si je suis choisi, oui, je serai candidat, oui, je vais gouverner le Mali, mais d'une autre manière. J'aurai une diplomatie pas de propagande, une diplomatie pas de rupture, une diplomatie pas de va-t-en-guerre, mais une diplomatie de développement, une diplomatie de paix. Beaucoup à vous, Ismaël Sako, diplomatie de paix. En tout cas, la paix, c'est tout ce que nous souhaitons pour le Mali, pour tous les pays qui sont actuellement en proie au terrorisme, à des crises
notamment on se souvient du Burkina Faso, du Niger, de tous les pays, pas seulement les pays africains, mais les pays à travers le monde qui sont actuellement secoués par des violences. Merci beaucoup à vous, Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour encore d'autres moments de télé, n'est-ce pas? C'est moi, je vous en prie, et mes salutations à tous les internautes qui nous écoutent. Beaucoup. Ravi. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et puis restez toujours connectés à l'Intelligent TV. À très bientôt.